Bonjour à tous, je vais débuter le webinaire numéro 4 du cycle « Un audit de sécurité, ça sert à quoi ?» Ce webinaire s'intéresse plus aux objets, ce qu'on va appeler l'IoT, ces objets de communication en Wi-Fi, et par extension, on va également parler des smartphones. Je commence par une présentation de Certiliance et de moi-même. Certiliance est une agence d'experts en sécurité informatique indépendante créée en 2008, qui a 10 ans. Certiliance accompagne les grands groupes et les entreprises de l'Internet dans la mise en place de solutions offensives et défensives de cybersécurité. Certiliance a 3 métiers majeurs: l'audit de sécurité, l'intégration et l'infogérance. Et enfin, Certiliance développe 2 solutions en interne. Le premier, c'est CertiAware, c'est une solution de sensibilisation avec simulation d'attaque par phishing et programme d'e-learning de sensibilisation des utilisateurs. Et le second, c'est CertiLink, une solution de sécurisation des flux, des accès à Internet et des connexions intersites. Moi-même, Kevin Denis, je suis responsable du pôle audit, je suis chez Certiliance depuis 1 an et demi, et mon rôle, c'est de gérer notre équipe d'auditeurs, de planifier et suivre les audits, et d'assurer le suivi technique des projets. Un audit, pourquoi? Ce cycle de webinaire est intitulé « Un audit de sécurité, ça sert à quoi ?» Pourquoi faire un audit? Je vais démarrer par une définition Wikipédia. La définition dit « Un audit est une expertise professionnelle effectuée par un agent compétent et impartial, aboutissant à un jugement par rapport à une norme sur les états, le contrôle, l'organisation, la procédure ou une opération quelconque d'une entité. » Il y a 3 données vraiment primordiales à retenir de cette définition. C'est l'expertise professionnelle. C'est une expertise réalisée par un professionnel, elle est effectuée par un agent compétent et impartial, et elle aboutit à un jugement, à une évaluation par rapport à une norme, donc par rapport à l'état de l'art, comme on le dit. Quelques rappels sur les 3 précédents webinaires, je ne sais pas si vous étiez présents, on va les rebalayer rapidement. Le premier concernait l'audit de façon très générale. Il en ressort que l'audit, on peut reprendre une citation de Sun Tzu, qui est un général chinois, qui est « Connais-toi toi-même, connais ton ennemi, tu remporteras toutes les victoires ». Si tu ne te connais pas, que tu ne connais pas l'ennemi, tu perdras toutes les batailles, et si tu ne te connais que toi sans connaître l'ennemi, tu perdras une bataille sur 2. L'audit permet de se connaître, de connaître l'attaquant, et in fine de ne pas se faire pirater, pas se faire attaquer. Le second concerne plus l'audit externe. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde est connecté à Internet. Internet connecte tout le monde, donc vos outils informatiques, vos systèmes informatiques peuvent se faire attaquer depuis Internet, et les pirates sur Internet s'en privent pas. Quel qu'il soit, vous pouvez voir le webinaire si ça vous intéresse. Et le 3e webinaire concernait l'audit interne, qui consiste à évaluer les défenses internes, puisque souvent on a une assez mauvaise idée du réseau interne. On s'imagine que le réseau interne est un endroit sûr, fiable, utilisé uniquement par des personnes de confiance, et en cas d'attaque ou en cas de crise virale, on se rend compte qu'effectivement les défenses étaient inexistantes et en tout cas n'ont pas empêché un attaquant de rentrer, un virus de se propager. L'audit interne permet de vérifier tous ces points. Aujourd'hui, nous allons faire donc Internet des objets, Wi-Fi et smartphone. L'agenda de ce webinaire est découpé en 3 parties. Nous avons l'IoT, l'Internet des objets. Donc tout ce qui est objet, c'est un équipement informatique qui n'a pas forcément d'interface humaine comme un clavier, un écran, une souris, mais qui est un système d'exploitation qui se connecte au réseau, qui se connecte à Internet. Le Wi-Fi, qui est omniprésent, on le trouve de partout, sur beaucoup dans l'Internet des objets, mais aussi sur tous les ordinateurs qui sont vendus, tous les smartphones, toutes les tablettes, les scanettes des réseaux d'entreprise, etc. Et on va finir en parlant des smartphones. Les smartphones, donc c'est pas vraiment de l'IoT, puisqu'il y a encore une interface humaine avec un clavier, un écran, mais ça se justifie assez bien d'en parler avec l'IoT et le Wi-Fi, parce qu'il y a des problématiques qui sont assez similaires. Le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, c'est une norme, techniquement le petit nom du Wi-Fi, c'est la norme 802.11, avec tous les dérivés. C'est un petit peu plus ancien qu'on le pense, elle a été développée avant les années 2000. C'est une technologie sans fil. C'est là où ça devient intéressant pour des attaquants, c'est que les ondes ne s'arrêtent pas au mur. Dans votre réseau local, filaire, si un attaquant n'a pas accès au câble, au fil, il peut pas écouter ce qui se passe, il peut pas se connecter dessus, donc la sécurité, elle s'arrête avec une bonne porte qui ferme à clé. Un attaquant pourra pas voir ce qui se passe. Le Wi-Fi, ça s'arrête pas au mur, ça peut porter assez loin, donc un attaquant à proximité d'une de vos bornes Wi-Fi peut à minima écouter un petit peu ce qui se passe, au mieux déchiffrer ce qui se passe, et encore mieux injecter des données, lire des données. Et le Wi-Fi, il est omniprésent, on le trouve, comme je disais, sur tous les PC, sur les smartphones, sur les PDA, sur les scanettes dans les entrepôts qui permettent de faire de la gestion des stocks, etc., etc., etc. Le petit logo Wi-Fi que vous voyez, il est vraiment de partout.
Je débute par une petite horror story réalisée par un de nos auditeurs. Nos clients demandaient à auditer son Wi-Fi. Donc l'auditeur est venu en voiture, il s'est garé sur le parking de l'entreprise. Une fois qu'il était là, il a ouvert son PC, il s'est rendu compte qu'il captait le réseau de l'entreprise. Il s'est connecté au Wi-Fi. Le Wi-Fi était nécessaire parce qu'il était utilisé par les PDA des commerciaux. Les PDA étaient assez anciens, ils ne pouvaient pas se mettre à jour. Le chiffrement de ce réseau Wi-Fi n'était pas sûr, n'était pas fiable. Et juste en écoutant passivement le réseau et avec quelques données, il a réussi à casser le mot de passe. Donc il a pu se connecter sur le réseau d'entreprise. Il a rebondi dans ce réseau. Il s'est rendu compte que ce réseau, en plus, qui était dédié au PDA, était directement connecté au réseau des serveurs. Si vous avez vu le webinaire sur le réseau interne, je disais qu'assez souvent, les réseaux internes étaient moins protégés des attaques internes que des attaques externes. Ça a été le cas. Une fois qu'il a eu accès à ce réseau serveur, il a trouvé des interfaces d'administration, il a pu prendre le contrôle, et au final, il a eu un contrôle total de l'infrastructure. Donc on peut imaginer un pirate qui se gare sur le parking peut assez rapidement devenir l'administrateur et prendre le contrôle total de l'intégrité de votre infrastructure, de vos données, vos bases de données, vos comptes, etc. Pour expliquer les différents types d'audits, je dois faire un petit peu de technique. Donc un réseau Wi-Fi, souvent qu'est-ce que c'est ? Il y a deux points importants quand on définit un réseau Wi-Fi. Le premier, c'est ce qu'on appelle le SSID, c'est le nom du réseau. Donc quand vous vous connectez à un réseau, très souvent on vous dit connectez-vous sur le réseau X ou Y. Ça peut avoir des noms très évocateurs comme un réseau qui s'appelle visiteur, ou un réseau qui s'appelle aéroport, ou alors un réseau qui s'appelle siège ou entrepôt, ou un nom un petit peu plus abscon avec des chiffres, des lettres, peu importe. La deuxième chose, le deuxième point important qui est moins visible, c'est le niveau de sécurité. C'est-à-dire, est-ce que les données qui transitent par les ondes sont chiffrées avant d'être envoyées sur les ondes, ou est-ce qu'elles sont en clair ? On y reviendra. Et le deuxième point d'audit, c'est tout ce qui est organisationnel, puisque de manière organisationnelle, on n'a pas envie forcément que les visiteurs ou les clients se connectent à votre réseau d'entreprise. Donc assez souvent, les organisations utilisent un SSID dédié à l'entreprise pour avoir les ressources de l'entreprise avec un niveau de sécurité identique au réseau filaire, qui donne accès aux mêmes ressources que le réseau filaire, et on met en place un deuxième SSID pour les visiteurs, et les deux sont bien déconnectés l'un de l'autre, ils sont bien étanches. En tant qu'auditeur, on peut auditer deux points. Le premier, c'est vraiment le niveau de sécurité. Donc comme je disais, c'est le nom, il n'y a pas grand-chose à dire. Ensuite, c'est vraiment le chiffrement des données. Je commence tout de suite par parler du chiffrement web pour dire qu'il faut l'oublier et il ne faut jamais utiliser ce mode de chiffrement. Donc vous pouvez paramétrer des équipements, il y a un mode de chiffrement, ça s'appelle le web, vous pouvez vous dire « Ah, effectivement, c'est bien le web », oubliez-le, ne le mettez pas, ça a été cassé protocolairement, c'est-à-dire quel que soit le constructeur ou l'éditeur, s'il met du web, c'est faillible, ça peut se casser, donc ne l'utilisez jamais. Il reste deux modes de chiffrement. Ce qu'on appelle le premier, c'est le chiffrement open, c'est-à-dire aucun chiffrement. Donc vous vous connectez sur le SSID et vous avez un accès au réseau directement. Et c'est souvent le SSID, le mode de chiffrement qu'on donne aux visiteurs. On ajoute un portail captif pour pas qu'il aille faire n'importe quoi sur Internet. Mais globalement, vous avez peut-être déjà vu ça, vous prenez votre smartphone ou votre PC, vous avez un réseau ouvert, vous cliquez et vous avez un accès au réseau, vous avez une page qui vous demande de vous identifier ou quelque chose. Et le deuxième, qui est le chiffrement WPA2 ou WPA2 entreprise, qu'utilisé dans les entreprises, où là c'est un mode de chiffrement fort, donc les données qui circulent sont chiffrées. Donc même un pirate qui écoute passivement les données, si on reprend l'idée du pirate qui est sur le parking de l'entreprise, il peut écouter, les ondes effectivement se diffusent au-delà de vos murs, mais il est dans l'incapacité complète de comprendre les données qui sont à l'intérieur, de savoir ce qui se passe. Et l'auditeur est capable de tester effectivement la solution. Est-ce que le portail captif, dans le cas du chiffrement open et pour visiteur, est-ce que le portail captif il est solide? Est-ce qu'il protège bien effectivement votre entreprise? Est-ce qu'il n'autorise pas de faire plus de choses que prévu? Et dans le cas du chiffrement WPA2 entreprise, il peut vérifier si le mot de passe est fiable, robuste, solide, s'il a été correctement mis en œuvre, s'il y a des défauts, si on peut le durcir des paramètres, etc. Le deuxième type d'audit, les deux sont très souvent liés, c'est l'audit de l'infrastructure, où l'auditeur va chercher des comptes par défaut. Donc est-ce que la clé WPA2, c'est une clé par défaut qui est connue?
Est-ce que le portail captif, il y a un mot de passe qui est connu? Est-ce qu'il y a des ports d'administration qui sont ouverts? Il analyse la sécurité des bornes. Est-ce que les bornes Wi-Fi sont bien à jour? Est-ce qu'il y a des failles de sécurité connues directement dans la board? Est-ce qu'il peut prendre le contrôle d'une borne Wi-Fi? Est-ce que les bornes Wi-Fi qui communiquent entre eux sont correctement paramétrées? Donc c'est vraiment l'infrastructure. Et également en organisationnel infrastructure, l'auditeur peut analyser l'étanchéité, c'est-à-dire si vous fournissez un réseau Wi-Fi à vos clients, à vos visiteurs, est-ce qu'un visiteur, un collaborateur peut rebondir sur votre réseau interne ou est-ce qu'effectivement il est bien bloqué, il est bien limité à son propre réseau Wi-Fi uniquement. Donc c'est vraiment les deux pans d'un audit que l'auditeur peut faire, on peut faire l'un, l'autre ou les deux. L'IoT ou l'Internet des objets. Alors l'Internet des objets, c'est quoi? C'est un mot valise qui regroupe beaucoup de données. On va choisir comme définition, c'est quelque chose qui se connecte à Internet et qui n'est pas vraiment un ordinateur. Un objet qui n'a pas d'utilisateur derrière au sens informatique du terme. Il n'y a pas un utilisateur humain qui est derrière à l'utiliser forcément. Dans ce webinaire, comme je vous disais au début, on va inclure également un petit peu arbitrairement un smartphone. Un smartphone, c'est pas vraiment de l'IoT. Ça peut se comporter un petit peu comme de l'IoT, ça n'est pas, mais on le met avec. Dans ce slide, on voit plusieurs exemples de ce qui peut être de l'Internet des objets. Par exemple, il se vend aujourd'hui des salières connectées sur Internet, qui permettent de choisir celle que vous voulez, qui peut diffuser de la musique, ça c'est pour le côté amusant. Il y a des aquariums connectés à Internet. Si vous cherchez sur Internet, vous pourrez voir que je crois que c'est un casino qui se fait pirater à cause d'un aquarium connecté à Internet. Ils n'avaient pas pris ce vecteur d'attaque en compte dans leur schéma de sécurité, et un attaquant a pris le contrôle de l'aquarium et par le contrôle total informatique. On trouve des montres, on trouve vraiment un petit peu de tout, les petits bracelets Fitbit qui vous disent quand vous courez, etc., etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc c'est vraiment un système informatique qui traite des données, qui se connecte à Internet. Dans l'IoT, il y a deux grandes notions à retenir. Le premier, c'est un petit peu une boutade qui se dit beaucoup sur Internet, c'est IoT, c'est Internet of Things en anglais, et les gens disent le S dans IoT correspond à Security. Bien évidemment, il n'y a pas de S, il n'y a pas beaucoup de sécurité non plus. Et il y en a une deuxième qui édite la loi d'Ipponen, c'est Mikko Ipponen, c'est le responsable technique, directeur technique de F-Secure, une très très grande société de sécurité informatique, et il dit globalement, quand on décrit un objet comme étant smart, c'est que c'est vulnérable. Donc si on vend une smart salière ou un smart aquarium ou un smart quelque chose, c'est que c'est vulnérable à des failles de sécurité. On va vous raconter maintenant deux histoires. Le premier, c'est plus sur smartphone. Donc on a eu à auditer une application métier sur un smartphone. L'auditeur a pris l'application, il a regardé, et à l'intérieur de l'application, il a trouvé des clés codées directement dur dans l'application, dans un petit recoin de l'application, il a vu ces clés, il a dit on va essayer de se connecter. Il a pu se connecter au back-end, donc c'est plus le côté cloud de l'application, il a eu un accès complet à ce back-end. Il a pu voir toutes les données du serveur et consulter toutes les données utilisateurs. Ce qui, effectivement, pour des questions de confidentialité, c'est pas forcément très bien. Et sur ce serveur, il a pu en plus s'élever au niveau d'administrateur de domaine du réseau, donc un contrôle total, uniquement en partant d'une application métier, parce que dedans, il y avait des clés codées en dur. Une deuxième analyse, donc c'est une webcam, un client qui nous a demandé d'auditer sa webcam, donc on en trouve de plus en plus, vous savez, toutes ces petites caméras qui sont partout, et aujourd'hui il y a un prestataire qui vient, qui vous installe une webcam, qui vous demande de se connecter à votre réseau d'entreprise, il dit est-ce que je peux avoir un câble RJ45, il branche la webcam, ça stocke toutes les données de la webcam sur des serveurs, on ne sait pas trop où, mais ça marche, et tout va bien. On a quand même voulu auditer un petit peu cette webcam, parce que c'est toujours un petit peu étonnant d'avoir à brancher des équipements sur lesquels vous n'avez pas la main dans votre réseau d'entreprise. On s'est rendu compte que la procédure d'installation demandait un accès à Internet vers la webcam, c'est-à-dire que Internet pouvait piloter la webcam. Ce mode de pilotage n'était pas forcément bien sûr, et le plus grave encore, la webcam avait un système Linux complet. Donc c'était pas juste une petite caméra qui enregistrait d'un flux vidéo, on avait eu accès à un système entier. Donc
mis bout à bout, on se rend compte que le fait de brancher la webcam, c'est comme si vous branchiez un système Linux complet, accessible depuis Internet, sur lequel vous n'avez pas la main. Donc c'est quelque chose qui paraît assez critique, et les préconisations qu'on a faites, ça a été de mettre ces webcams dans des réseaux totalement dédiés, vraiment étanches du reste de l'entreprise, pour être sûr que même si un pirate prend le contrôle de la webcam, ou si le constructeur, on ne sait pas pour quelle raison, commence à faire des actions non autorisées, ça n'impacte pas le reste du réseau de production du client. Un audit d'IoT est un audit qu'on fait en 4 phases. On s'intéresse tout d'abord à la sensibilité du constructeur. Ensuite, on fait une part de recherche de vulnérabilité, puis exploitation des vulnérabilités, et enfin, évaluation et synthèse. On regarde ça en détail. Alors les auditeurs commencent par voir la sensibilité du constructeur, ça sera une phase un petit peu passive, et on va s'intéresser vraiment quelle entreprise construit cet IoT, est-ce que ces équipements ont un système pour se mettre à jour, est-ce que si on trouve un défaut de sécurité, est-ce qu'on a une adresse mail de contact, est-ce qu'il y a une page web qui permet de les appeler pour tout ce qui est défaut lié à la sécurité, est-ce que cet éditeur a déjà publié des vulnérabilités, quel est vraiment son mode de mise à jour, son suivi des produits, est-ce que c'est je publie mon IoT, je le mets sur internet et je l'oublie, et même s'il y a des failles, faudra vivre avec parce que je le mettrai jamais à jour. Voilà, tout, on va dire, vraiment une vision un petit peu externe, et on peut avoir d'excellentes surprises. On a audité un IoT, on a remonté la faille éditeur. Moins de 24 heures après, on a eu une réponse, il a dit qu'il prenait les failles effectivement en compte, et moins d'une semaine après, une nouvelle version corrective est arrivée avec toutes les corrections qu'on avait pu détecter sur cet objet. Donc là, c'est plutôt très positif du point de vue de l'éditeur. On dit qu'il a une bonne sensibilité à la sécurité, alors qu'il y a d'autres éditeurs, ils publient des équipements IoT qui sont excellents sur le papier, mais on se rend compte qu'une fois publié, l'équipement n'a jamais de mise à jour. Donc s'il y a la moindre faille, soit vous jetez l'équipement, soit vous avez une épée de Damoclès au-dessus de vous. Ensuite, dans l'audit, on recherche les vulnérabilités. L'IoT, ça reste un système informatique, ça n'est jamais vraiment développé de zéro, donc on essaye de retrouver un petit peu les briques applicatives utilisées. Est-ce que c'est un système à base Linux? Si c'est un système à base Linux, quelles sont les bibliothèques utilisées? Est-ce qu'on peut extraire le firmware? Est-ce qu'on peut regarder le firmware? Est-ce qu'on peut étudier les connexions réseau? Est-ce que les connexions réseau sont chiffrées, etc. Et ensuite, exploitation des vulnérabilités. On regarde si on peut exécuter des commandes sur l'IoT, prendre la main sur l'IoT, extraire des secrets, des mots de passe codés en dur ou des données enregistrées par l'IoT. Si on prend la caméra, par exemple, est-ce qu'on peut extraire les images sauvegardées de la caméra, les modifier, etc. Est-ce qu'on peut s'en servir comme rebond éventuel? Vraiment, toutes les vulnérabilités qu'on peut exploiter sur l'objet. Et enfin, on audite la partie la plus importante pour le client, qui est l'évaluation et la synthèse, donc rédaction du rapport. Le rapport, donc chaque vulnérabilité est vraiment prise en compte dans le domaine ciblé, et pour chaque vulnérabilité, l'auditeur met en face de chaque vulnérabilité une préconisation associée pour combler le trou, combler la faille, pour que vous soyez plus impacté par cette vulnérabilité. Et il y a une restitution faite au client, restitution adaptée, où l'auditeur explique son rapport. Le smartphone. Donc il y a 2 types d'audits pour le smartphone. Le premier qui est plus lié au smartphone lui-même, en tant qu'objet, en tant que machine, où l'auditeur va vérifier la sécurisation du périphérique, voir si le verrouillage est correctement effectué, et également comment est-ce qu'il est lié à la politique d'entreprise. Donc on va sur la machine. Et le deuxième type d'audit concerne les applications. Vous savez, aussi bien Android que iPhone, il y a des stores sur lesquels on peut télécharger des applications, sur lesquelles après on peut faire des actions, faire des choses. L'auditeur peut faire des analyses en boîte noire ou en boîte blanche, tester la sécurité de l'application en elle-même. Est-ce qu'elle est sûre? Est-ce qu'on peut bypasser des contrôles? Est-ce qu'on peut faire des choses qui sont non prévues? Mais également la sécurité des serveurs en back-end, c'est-à-dire dans le cloud, puisque les applications communiquent avec des serveurs sur Internet pour aller lire des données, stocker des données, enregistrer des données. Que ce soit aussi des applications que vous fournissez à vos clients, que ce soit par exemple pour une boutique, ou des applications d'entreprise, par exemple une gestion des stocks qui se fait sur un smartphone. L'auditeur peut analyser l'application. On voit en détail ces 2 types d'audits.
Donc l'audit du périphérique du smartphone, ça dépend vraiment de la demande. On peut faire des audits offensifs, des audits plus organisationnels ou de configuration. Des smartphones, ça peut être par exemple, vous avez une flotte de smartphones et vous voulez savoir ce que peut faire un pirate. Par exemple, s'il trouve un de ces smartphones, le cas typique, un collaborateur perd un smartphone, que peut faire un pirate qui le trouve? Vous fournissez un smartphone à l'auditeur et il essaie de voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut extraire comme données, qu'est-ce qu'il peut trouver, qu'est-ce qu'il peut prendre, etc. L'organisationnel de la configuration se ressemble beaucoup aux autres audits, donc recherche d'informations actives, vulnérabilité, exploitation de vulnérabilité, évaluation et synthèse. C'est un petit peu comme si on auditait un poste physique, un laptop ou un PC de bureau. Je vais pas en reparler, tout redétailler, c'est vraiment identique aux autres. On est plus sur la machine en tant que telle. Le deuxième type d'audit, c'est un audit applicatif, un audit en 4 phases: recherche d'informations actives, recherche de vulnérabilité, exploitation des vulnérabilités, puis l'évaluation et la synthèse. Dans la recherche d'informations active, l'auditeur va chercher à extraire le package de l'application. iPhone ou Android, l'idée et le but de cette extraction, c'est la décompilation du code pour voir un petit peu comment le code fonctionne. Il va analyser l'effectif d'informations qu'il trouve et analyser, encore une fois en boîte blanche, les communications réseau. On lance l'application, on met un sniffer et on regarde un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'il se connecte à un serveur dans le cloud? Est-ce qu'il envoie des informations? Est-ce qu'il envoie des identifiants de connexion? Etc., etc., etc. Une fois que cette recherche d'information est faite, l'auditeur va chercher les vulnérabilités, et il va chercher les vulnérabilités aussi bien dans le code de l'application en elle-même, dans le code de l'apps, et des vulnérabilités dans les serveurs de back-end. Puisque l'application communique avec des serveurs sur Internet, il va aller sur le serveur sur Internet, voir est-ce qu'ils sont sécurisés, est-ce qu'on peut lire d'autres informations, est-ce qu'on peut prendre le contrôle de ce serveur, est-ce qu'on peut lire des données auxquelles on n'aurait pas droit, est-ce qu'on peut devenir administrateur de la machine, ce genre de vulnérabilité. Dans le code applicatif également, est-ce qu'il y a des secrets qui sont gardés localement, est-ce qu'on peut les extraire, est-ce qu'on peut faire des choses non prévues, etc. L'auditeur va tenter d'exploiter ces vulnérabilités, comme je disais, élévation de privilèges, extraction de secrets, ça dépend beaucoup de la finalité de l'audit. Si vous souhaitez plus auditer la partie applicative côté smartphone, plus la partie back-end, les deux parties, si la crainte c'est de voir fuiter des données, ou si la crainte c'est plus d'injecter des données malveillantes, ça va dépendre un petit peu de la demande. L'auditeur déroule le même plan, effectivement les mêmes phases. Ça, l'exploitation de vulnérabilité, l'auditeur qui a cherché l'or dépend effectivement de la demande initiale. Et enfin, la synthèse, c'est la rédaction du rapport. L'auditeur prend en compte la vulnérabilité dans le domaine ciblé, voit effectivement trier les vulnérabilités, mettre les plus importantes et les plus critiques, celles qui sont plus faciles à réaliser en tête, et en face de chaque vulnérabilité, associer une préconisation. C'est important, il faut pour vous que vous ayez les clés en main pour corriger chacune de ces vulnérabilités, les bloquer ou vraiment les limiter au maximum. L'auditeur ensuite fait une restitution adaptée pour vous et vos équipes selon la commande. On a vu donc les audits IoT, Wi-Fi, smartphone. Quel bénéfice de ces audits? Donc qu'est-ce qu'on retire vraiment de l'audit? Ce que vous retirez, c'est une photographie à l'instant T, au moment où vous avez écrané l'audit. Du niveau de sécurité, ce qui est intéressant, c'est vraiment la partie d'infrastructure qui est hors IT. Souvent, on pense infrastructure informatique, on va penser aux machines, aux serveurs, aux ordinateurs portables, les switches, les firewalls, etc. Mais comme vous avez vu aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres choses qui font partie de votre infrastructure. Les objets, le Wi-Fi qui déborde un petit peu, les smartphones, les applications. Qu'est-ce que vous retirez? Une liste de vulnérabilités détaillée, triée par importance, avec les préconisations associées. Effectivement, un audit, c'est pas une garantie que vous ne serez jamais piraté et que tout ira bien. Il faut voir que l'audit, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment un point de départ. Le point de départ de ces audits, c'est déjà prendre conscience que l'IoT, c'est un vecteur de vulnérabilité important. Tous ces objets qui communiquent avec vos réseaux d'entreprise, avec vos serveurs, avec vos données, il faut le prendre en compte dans votre plan de sécurité. Les réseaux communiquent tous et le Wi-Fi donne accès à vos réseaux. Je reprends l'exemple du parking que je disais tout à l'heure. Quelqu'un sur le parking peut se connecter à votre réseau. C'est un danger à prendre en compte. Il faut que votre réseau Wi-Fi soit sécurisé. Et la sécurité des smartphones est également à évaluer, smartphone ou application.
L'audit doit entrer dans un cycle et le processus de sécurisation. Donc l'audit, c'est pas uniquement fait pour pointer du doigt, l'audit c'est vraiment fait de manière totalement objective et impartiale, et l'idée c'est de s'améliorer. Connaître ses points faibles, ça permet de les corriger et de s'améliorer en sécurité. Ensuite, la route d'Hamming classique, plan, do, check, act, l'audit rentre dans ce cycle et vous permet de progresser, d'améliorer. Ce type d'audit permet surtout de connaître les portes d'entrée méconnues. On pense beaucoup dans le cycle d'audit, je disais, l'audit externe, c'est celui qui vient le plus facilement à l'esprit parce qu'on sait qu'on est connecté à Internet, on sait qu'il y a des pirates sur Internet, on sait qu'ils peuvent vous en vouloir, mais Internet n'est pas vraiment la seule porte d'entrée. Le Wi-Fi il porte au-delà effectivement de vos murs, il porte à l'étage supérieur ou l'étage inférieur si vous êtes dans un immeuble d'entreprise, voire qu'il y a un petit peu d'étage plus haut. Et est-ce que vous êtes sûr de bien savoir ce qui circule sur votre Wi-Fi pour être sûr que soit les données sont chiffrées et indéchiffrables, soit les codes sont suffisamment forts pour que personne ne l'utilise à mauvais escient. Même chose pour les objets, si vous avez branché une webcam ou un copieur, ou dernièrement on a vu des extincteurs qui avaient besoin d'une connexion à Internet, est-ce que ça a été fait de manière fiable et sécurisée? Est-ce que quelqu'un ne pourrait pas profiter de la connexion réseau de l'extincteur pour rebondir chez vous dans votre réseau interne? Donc l'auditeur peut mesurer et évaluer la sécurité du périmètre, donc le Wi-Fi, les objets connectés, les smartphones et les apps. La sécurité n'est pas une solution, c'est un processus, et l'audit rentre tout à fait dans ce processus. Évaluer vos portes d'entrée, évaluer vos défenses, évaluer les sécurités mises en place pour savoir les trous et les failles, les vulnérabilités les plus graves à corriger, et ce qui est fait si on peut encore les durcir un petit peu. Quel bénéfice pour l'entreprise? C'est mieux connaître l'infrastructure. J'insiste sur le hors IT. Utiliser un firewall, c'est très bien. Utiliser l'antivirus, c'est très bien. Ensuite, quand il y a un objet ou quand le Wi-Fi déborde, il faut le prendre en compte, il faut le connaître, il faut le savoir. Le bénéfice, c'est obtenir le rapport. Donc, comme je disais, à chaque type d'audit, vous avez un rapport, document PDF qui liste toutes les vulnérabilités avec toutes les préconisations associées et ordonnées pour corriger toutes les vulnérabilités détectées par l'auditeur pendant la durée de l'audit. Ça permet d'apprendre à avoir un comportement plus sain pour limiter les possibilités d'intrusion, et ça permet d'anticiper la menace avant que l'incident ne survienne. Les prochains épisodes, ce webinaire donc, se rentre dans un cycle un audit, ça sert à quoi? On a fait aujourd'hui l'audit Wi-Fi, audit IoT, smartphone. Le mois prochain, le 8 novembre, on fait le social engineering. Là, on va parler de phishing, d'appels téléphoniques. Ce sont toutes les attaques qu'on peut faire qui ciblent l'humain. Le social engineering, ça cible tout ce qui est relations sociales, donc absolument pas technique, et les auditeurs ont quelquefois réussi à rentrer dans une entreprise uniquement en envoyant un mail, en passant un coup de fil, et c'est un petit peu toutes les solutions qu'on peut mettre en place pour sensibiliser les collaborateurs à ce type de menaces. Le 6 décembre, on parle de la réponse à incident, et l'année prochaine en janvier, ça sera comment former, pérenniser les équipes à la sécurité. Je vous remercie. Si vous voulez nous joindre, voilà les numéros de téléphone. Donc moi-même, ensuite vous avez les chargés de développement chez Certillance, vous pouvez joindre avec leur adresse email. Je suis disponible pour des questions. Vous pouvez discuter dans le petit chat à côté et j'y répondrai. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci.